Une fois arrivé au pouvoir, Chavez commença par promulguer une loi sur la terre, car le problème de la réforme agraire se posait, comme dans toute l'Amérique latine. Chavez se présentait à la fois comme le continuateur de Bolivar et comme un partisan d'un socialisme du XXIe siècle. S'il était en effet nationaliste, les mesures qu'il prit n'avaient rien de socialiste. Il ne se proposait pas de tout nationaliser comme Castro, ni même de nationaliser un peu comme Allende. Il se présentait comme un homme du peuple et affirmait que la priorité de l'État devait être de satisfaire les besoins des classes populaires. Avant même qu'il ait vraiment pris des mesures dans ce sens, le simple fait d'avoir tenu ce discours lui valut une haine féroce des classes privilégiées. Les partis d'opposition organisèrent une campagne de protestation appuyée par les dirigeants de la compagnie pétrolière nationalisée qui constituait une véritable caste privilégiée. Elle fut aussi appuyée par la bureaucratie de la principale confédération syndicale, la CTV, totalement inféodée aux couches dirigeantes. Un large front anti-Chavez se constitua donc, regroupant tous ceux qui refusaient qu'on diminue, même dans une très faible proportion, la part des richesses nationales qu'ils accaparaient. Cette opposition bénéficia d'un important relais médiatique grâce aux grands groupes privés de télévision qui appelaient à renverser Chavez. Il bénéficiait aussi du soutien ouvert de l'impérialisme américain. Ils pensèrent pouvoir se débarrasser facilement de Chavez. Le 13 avril 2002, un coup d'État déposa Chavez et le dirigeant de la Confédération patronale, parlant au nom des putschistes, fit son apparition sur les écrans de télévision pour annoncer le changement de pouvoir. Les États-Unis se félicitèrent immédiatement du triomphe de la démocratie. Mais des milliers d'habitants dans les quartiers pauvres, eux, ils ne l'entendirent pas de cette oreille-là. Il y eut des milliers d'habitants des quartiers pauvres pour converger vers le centre de Caracas pour exiger le retour de Chavez au pouvoir. Après un flottement, la majeure partie de l'armée s'affirma en faveur de Chavez. 47 heures après avoir été renversé, Chavez reprenait sa place à la tête de l'État. Une deuxième tentative de coup de force eut lieu quelques mois plus tard, en décembre 2002. Les dirigeants de la Confédération syndicale CTV lancèrent une grève du secteur pétrolier pour asphyxier le régime. Cette grève du pétrole s'élargit à la marine marchande, aux banques, au commerce et à une partie de l'administration. Pour entraîner leur personnel, les patrons payèrent les jours de grève. Face à ce mouvement qui cherchait à renverser le régime, là encore, Chavez put s'appuyer sur la mobilisation de ses partisans des quartiers pauvres, sur des travailleurs combatifs, hostiles à la bureaucratie syndicale. La grève, qui dura 2 mois, se termina sur un échec. Chavez bénéficia, durant ses années au pouvoir, de l'augmentation du prix du pétrole. De 13 $ à son arrivée au pouvoir, le baril est passé à plus de 100 $. Cela permit d'alimenter des fonds gérés par le gouvernement pour financer notamment des programmes sociaux. Tous n'ont pas eu le même succès, mais pour la population, très rapidement, cela s'est traduit par des progrès réels. Chavez lança un programme social qu'il appela Plan Bolivar 2000. 40 000 soldats furent mobilisés sur la santé, les transports publics et le logement. Les droits d'inscription qui empêchaient les enfants les plus pauvres d'accéder à l'école furent supprimés. Pour accueillir les 600 000 nouveaux écoliers, faute d'écoles en nombre suffisant, le gouvernement libéra des locaux dans les casernes et même dans le palais présidentiel. À partir de 2003, Chavez lança des missions spécialisées dans des domaines comme l'alimentation, la santé, le sport, le logement. À la fin de 2007, on comptait 24 missions. C'est le nom de ces programmes sociaux, en fait. Pour cela, Chavez bénéficia de l'aide de Cuba, qui envoya des personnels spécialisés en échange de pétrole. Des plans d'alphabétisation, dont le but était d'éliminer l'illettrisme des enfants comme des adultes, furent lancés avec l'assistance de 74 conseillers cubains. Ils furent mis en œuvre aussi avec l'aide de 50 000 bénévoles. Plus d'1 million d'adultes ont ainsi appris à lire et à écrire. 3 000 écoles furent construites en zone rurale et le nombre d'enfants scolarisés a augmenté de 25%. En 2005, l'UNESCO a ajouté le Venezuela à la liste des pays débarrassés de l'analphabétisme.
Dans la santé, la mission visait à développer les dispensaires dans les quartiers populaires. Il bénéficia de l'aide de 13 000 médecins cubains. 60% de la population a ainsi pu bénéficier de soins gratuits. Des campagnes massives de vaccination ont été organisées. Le Venezuela a vu son taux de mortalité infantile reculer. Mais dans ce domaine, un programme social ne suffit pas pour résoudre les problèmes posés par le sous-développement. Ainsi, les dispensaires couvrent surtout la région de Caracas et beaucoup moins la province. Pour des maladies graves, un patient doit se rendre à l'hôpital et le secteur hospitalier a vu ses moyens diminuer au profit des dispensaires. Dans le logement, les limites des missions ont été plus nettes encore. Selon le gouvernement lui-même, il manquait près de 3 millions de logements pour remplacer les bidonvilles, les constructions sur des zones en pente ou inondables et pour loger de nouvelles familles. Seuls 350 000 logements ont été construits. Après la mort de Chavez, le 5 mars 2013, celui qu'il avait désigné comme son successeur, Nicolás Maduro, qui occupait la fonction de vice-président, a été élu en incarnant la continuité du chavisme. Le soutien dont le régime chaviste a bénéficié dans les classes populaires se comprend, car l'attitude de ses dirigeants tranche avec celle des représentants traditionnels des classes les plus riches en Amérique latine, qui se désintéressent totalement du sort des plus pauvres et ne savent que leur témoigner un profond mépris. Alors c'est tout à l'actif de Chavez d'avoir cherché à mener une politique en faveur des classes populaires. Mais ça n'a pas sorti le Venezuela du sous-développement. C'est ce que montrent les limites rencontrées par les programmes sociaux. La forme prise par le sous-développement au Venezuela, c'est aussi la dépendance totale vis-à-vis des exportations pétrolières. Sur cet aspect-là, la politique de Chavez n'a rien cherché à changer. La dépendance à l'égard des compagnies privées étrangères s'est accrue sous Chavez, dans la mesure où son régime n'a pas nationalisé, mais il a développé des compagnies mixtes, détenues en partie par des capitaux étrangers, pour exploiter le gaz, par exemple. Si ExxonMobil a préféré quitter le pays, presque toutes les autres multinationales qui dominent le secteur ont accepté les nouvelles règles et ont continué d'en tirer profit. La part du secteur privé dans l'économie vénézuélienne est passée de 65% environ en 1998, à l'arrivée de Chavez au pouvoir, à près de 71% à la fin de 2008. Chavez ne s'est absolument pas attaqué aux classes riches du Venezuela. Ce sont elles qui n'ont pas voulu de lui dans les premières années de son pouvoir. Contraintes et forcées, elles ont dû s'en accommoder et elles n'y ont pas vraiment perdu. Les inégalités n'ont pas reculé, elles ont même augmenté d'une certaine façon, car une nouvelle couche de privilégiés s'est développée, la bolibourgeoisie, comme on l'a appelée, désignant tous ceux qui se sont enrichis grâce à leurs liens avec le régime. Le régime chaviste a tenté de mettre en œuvre une politique sociale en direction des couches populaires, mais sans s'attaquer à la bourgeoisie, sans même vraiment s'en prendre à l'impérialisme et aux grandes entreprises capitalistes. Tant que les conditions économiques étaient un peu favorables, avec un cours du pétrole dirigé à la hausse, le régime a eu des marges de manœuvre. Mais cela est devenu impossible avec le retournement de la situation économique qui a suivi la crise de 2008 et du fait de la baisse des prix du pétrole. Le baril est passé de 100 à 30 $ en 2 ans, de 2014 à 2016. Quand la situation économique s'est dégradée, le régime s'est retourné contre les travailleurs. Il a pris des mesures d'austérité, la monnaie a été dévaluée et les salaires ont été gelés dans les entreprises publiques. Les conventions collectives ont été remises en cause et le droit de grève restreint. Pour museler la contestation et les résistances ouvrières, le gouvernement s'est appuyé sur la bureaucratie syndicale chaviste et sur l'armée. Au fil des années, les militaires ont pris de plus en plus d'importance dans le régime. Ce sont des militaires qui contrôlent de nombreuses activités économiques, comme les ports, par exemple. À la crise s'est ajoutée la politique de l'impérialisme, qui n'a jamais pardonné au régime de s'être soucié des conditions de vie des couches populaires et des plus pauvres. Comme ils l'ont fait à l'égard de Cuba, les dirigeants américains ont tenté d'étrangler économiquement le Venezuela. Cela a commencé sous Obama, qui en 2015 classa le Venezuela parmi les pays présentant une menace extraordinaire pour la sécurité nationale, ce qui permettait de justifier des sanctions économiques. Poursuivant et aggravant cette politique, Trump a progressivement instauré un quasi-embargo financier à l'égard du Venezuela. Le gouvernement américain a interdit en 2017 toute transaction avec des titres de dette et d'actions émis par le gouvernement vénézuélien
et sa compagnie pétrolière. Sous la pression de Washington, les principales banques refusent de travailler avec l'État vénézuélien, refusant notamment d'effectuer des transferts d'argent, avec pour conséquence de renchérir et de rendre plus longues toutes les opérations commerciales, parce que des navires refusent de débarquer leur cargaison tant que le paiement n'a pas été effectué. Pire encore, des médicaments ne peuvent plus être importés parce que les grandes sociétés pharmaceutiques, pour garder le marché américain, refusent de les vendre au Venezuela. La situation est devenue vraiment dramatique pour la population. Selon le FMI, l'inflation devrait atteindre 200 000% en 2019. Les pénuries de denrées alimentaires et de médicaments se sont multipliées. Les pays voisins du Venezuela, en particulier la Colombie, ont dû faire face à l'afflux de ceux qui fuient la pauvreté. Selon l'ONU, plus de 3,5 millions de Vénézuéliens auraient fui leur pays ces 4 dernières années. Devant les difficultés rencontrées par le régime, les dirigeants de Washington ont pensé qu'il était possible d'en finir avec Maduro. Le 23 janvier 2009, Juan Guaidó, le président de l'Assemblée contrôlée par les antichavistes, s'est proclamé président. Il est évident que tous les détails de ce scénario ont été élaborés par les dirigeants américains. Guaidó a tout de suite été reconnu par Trump et par les gouvernements d'Amérique latine les plus à droite, les plus liés aux États-Unis, comme celui de Colombie et du Brésil. Très rapidement, les gouvernements de l'Union européenne ont fait de même. Mais malgré ce soutien de l'impérialisme, malgré des sanctions économiques mises en œuvre par les États-Unis, malgré les difficultés économiques et la situation de plus en plus difficile dans laquelle la population se trouve plongée de ce fait, Guaidó n'est pas parvenu à renverser le régime chaviste. Pour le moment, les cercles dirigeants de l'armée ne l'ont pas rejoint et sont restés fidèles à Maduro. Et malgré les difficultés dans lesquelles se retrouve plongée une grande partie de la population, Guaidó n'a pas non plus trouvé un soutien de ce côté-là. En fait, les politiciens et la couche de privilégiés qu'ils représentent, et dont souvent ils sont issus, rêvent de revenir à la situation que connaissait le Venezuela avant Chavez. Mais si les couches populaires ont longtemps apporté leur soutien à Chavez et à son successeur, si une partie considère Guaidó avec méfiance, c'est bien parce que cette période n'a pas laissé de bons souvenirs aux plus pauvres. Alors, en tant que communistes révolutionnaires, nous tenons à affirmer que nous sommes solidaires du régime face à l'offensive de l'impérialisme et de ses marionnettes politiques. Mais c'est en affirmant aussi que les chavistes ne représentent absolument pas les travailleurs, qui doivent se donner les moyens de s'organiser et de défendre leurs propres intérêts, y compris contre le régime en place. C'est une toute autre issue qui a conclu la crise politique en Bolivie. Dans ce pays, les représentants des classes privilégiées sont parvenus à évincer du pouvoir Evo Morales, qui depuis plus de 10 ans menait une politique comparable à celle de Chavez. Morales était d'origine paysanne et indienne. Dans ce pays de 8,5 millions d'habitants, dont 65% d'Indiens, il s'est fait connaître en tant que syndicaliste, défendant les intérêts des Indiens cultivateurs de coca, seule culture permettant aux populations indiennes des campagnes de vivre, ou plutôt de survivre. Après avoir créé un parti, le MAS, Mouvement vers le socialisme, il a été élu à la présidence en décembre 2005, devenant le premier président indien de l'histoire de Bolivie. Son élection venait à la suite de plusieurs soulèvements populaires, commencés en 2002, notamment pour refuser le pillage des richesses gazières par les multinationales. Evo Morales a incarné les aspirations de ceux qui s'étaient mobilisés et il a cherché à respecter, au moins en partie, les engagements pris devant ses électeurs des classes populaires. Le 1er mai 2006, il a annoncé la nationalisation des gisements de pétrole et de gaz naturel. Seules les réserves devenaient propriété de l'État, pas les infrastructures. Le droit des compagnies capitalistes à s'enrichir du pillage des ressources naturelles n'était pas fondamentalement remis en cause. Morales se contentait d'exiger une renégociation au profit de l'État bolivien des contrats d'exploitation passés avec le brésilien Petrobras, l'espagnol Repsol, le britannique BP et le français Total.
Et pour donner du poids à son exigence, Morales, d'une façon assez spectaculaire, a envoyé l'armée occuper les sites pétroliers et gaziers. Ainsi, c'est aux militaires que Morales a fait appel, pas aux travailleurs, dont il ne souhaitait pas l'intervention. Cette politique a permis à l'État bolivien de dégager des fonds permettant de faire reculer la pauvreté et de mener une politique sociale, de mener des campagnes de vaccination qui ont éliminé ou réduit la poliomyélite, la rubéole et la rougeole. De 2007 à 2017, la mortalité infantile a reculé de 50% et la sous-nutrition des enfants de 14%. Le taux d'analphabétisme est tombé de 13 à 4%. Alors oui, cela lui a assuré un soutien dans la population la plus pauvre. Mais comme au Venezuela, la situation économique s'est retournée, amenant le régime à prendre des mesures impopulaires. Quand Morales a tenté de se faire réélire une 4e fois, les représentants de la minorité de privilégiés ont appelé à des manifestations contre le pouvoir. Ce n'était pas la première fois que cette couche de grands propriétaires terriens, pétris de préjugés réactionnaires, anti-pauvres et racistes à l'égard des Indiens, s'opposait à Morales et tentait de le renverser. Elle n'avait jamais accepté qu'un paysan, un Indien qui plus est, se soit retrouvé à diriger le pays. Et en Bolivie, l'armée sur laquelle Morales s'était appuyé, l'armée a fini par le lâcher, le contraignant à quitter le pouvoir. Morales a fui le pays sans chercher à se battre, sans tenter à un seul moment de s'appuyer sur la mobilisation populaire, laissant la place à une représentante de la droite la plus conservatrice. Des élections présidentielles et législatives doivent avoir lieu en mai prochain. Sous le coup d'un mandat d'arrêt, Morales ne pourra pas se présenter. Mais pour le moment, c'est son parti qui est donné en tête par les sondages. Ce qui est certain, c'est que la minorité de privilégiés qui cherche à prendre sa revanche, elle n'en a pas fini avec la mobilisation des plus pauvres. Si au Venezuela et en Colombie, ce sont les couches les plus privilégiées qui se sont mobilisées, dans d'autres pays, les gouvernements ont dû faire face à des mobilisations populaires. En Équateur, le 13 octobre 2019, après 10 jours d'affrontements violents dans les principales villes du pays, sur fond de grève générale, des transports et de blocage des routes, le président Lénin Moreno, son nom, a été contraint d'annuler un décret multipliant par plus de 2 les prix de l'essence. Cette augmentation faisait partie d'un ensemble d'attaques contre les classes populaires, comprenant des mesures de flexibilisation du travail, la perte d'1 jour de salaire par mois pour les fonctionnaires, ainsi que la suppression de la moitié de leurs congés. Ces mesures étaient exigées par le FMI, en contrepartie d'un prêt accordé pour permettre à l'Équateur de faire face à sa dette. Le prédécesseur de Lénin Moreno, Rafael Correa, avait été un allié de Chavez et avait mené une politique comparable à celle du dirigeant vénézuélien. Comme au Venezuela, c'est la chute des cours du pétrole qui a eu des conséquences catastrophiques, entraînant l'explosion de la dette. Aujourd'hui, sous la pression des banquiers internationaux, le gouvernement s'attaque aux travailleurs, privatise les entreprises d'État les plus rentables et accorde des concessions territoriales aux géants mondiaux de l'industrie minière. Au Chili, c'est l'annonce, au début du mois d'octobre 2019, d'une augmentation du prix du ticket de métro de Santiago qui a mis le feu aux poudres. Elle a provoqué une révolte populaire qui a gagné tout le pays. Le président de droite, Sebastián Piñera, appartient à l'une des 20 familles qui contrôlent les plus grandes entreprises du pays. Il a répondu à la contestation par la répression, décrétant l'état d'urgence, déployant 10 000 militaires dans les rues. Mais cela n'a pas arrêté la mobilisation, dans laquelle la jeunesse, dans les universités et les lycées, a été à la pointe. Après que la centrale unitaire des travailleurs ait appelé à la grève générale, le président chilien a dû annuler l'augmentation annoncée 15 jours plus tôt. Mais il a dû aussi annoncer des mesures en faveur des plus pauvres, dont l'augmentation de 20% du minimum retraite, une hausse du salaire minimum et le gel des tarifs de l'électricité. Depuis, le mécontentement social continue de s'exprimer, avec des grèves. Des manifestations massives se sont succédées dans toutes les grandes villes. La répression continue, elle aussi,
avec de nombreux cas dénoncés de mauvais traitements, de torture, de violences sexuelles. Elle a déjà causé plus d'une trentaine de morts, plus d'un millier de blessés, et il y aurait eu plus de 7000 arrestations. Un collectif appelé Plateforme d'unité sociale s'est constitué, réunissant de nombreuses associations et syndicats, dont le principal syndicat, la CUT. Ce collectif revendique le changement de l'actuelle Constitution, qui, datant de 1980, a été mise en place par le dictateur Pinochet. Pour ces organisations, cette Constitution empêcherait tout changement, et en particulier la remise en cause des privatisations, ce qui est une des revendications de beaucoup de ceux qui manifestent. Mais si la santé, le système de retraite, l'éducation ont été bradés au privé, ce n'est pas un morceau de papier qui en est responsable, mais l'avidité des classes capitalistes, celle du Chili et d'ailleurs. Et ce n'est pas non plus un morceau de papier qui permettra aux travailleurs de changer leur sort. Ils ne pourront compter que sur leur mobilisation, leur capacité à s'organiser. Alors proposer la révision de la Constitution comme objectif politique au mouvement de contestation, c'est une façon de tenter de l'engager dans une voie de garage. Le président Piñera ne s'y est pas trompé. Il a signé un accord avec les partis d'opposition prévoyant l'organisation en avril prochain d'un référendum pour demander aux Chiliens s'ils souhaitaient une modification de la Constitution. Il espère ainsi éteindre la contestation avec l'appui de la bureaucratie syndicale et des partis d'opposition. Mais il y a toutes les raisons de penser, et en tout cas d'espérer, que ceux qui se mobilisent au Chili ne seront pas dupes d'une telle manœuvre. Enfin, en novembre et décembre 2019, c'est la Colombie à son tour qui a connu une grève générale et d'énormes manifestations appelées par les syndicats contre un prétendu pacte social pour l'emploi. Le gouvernement de droite d'Ivan Duque prévoyait des privatisations, la baisse des impôts payés par les grandes entreprises et les multinationales étrangères et une diminution de 25% du salaire minimum des moins de 28 ans. Il envisageait aussi la privatisation totale du système de retraite. Eh bien, il sait maintenant qu'il devra compter avec la mobilisation des travailleurs et d'une grande partie de la population qui n'est pas prête à accepter cette régression sociale. Alors, nous avons vu que les mobilisations de ces derniers mois ont mis en mouvement dans tous ces tas de pays d'Amérique latine des forces sociales et politiques différentes. Mais elles ont une cause commune, la crise économique dont l'aggravation a eu très rapidement des répercussions en Amérique latine. En effet, les économies du continent sud-américain restent ultra dépendantes de l'évolution du cours des matières premières. La part du pétrole, des produits miniers et agricoles dans le total des exportations des plus grandes économies de la région en donne une illustration. Elle s'élève à 85% pour le Chili, dont la moitié uniquement pour le seul cuivre, à 73% pour la Colombie et reste supérieure à 60% pour le Brésil. En cas de retournement des marchés, tout bascule. Les recettes sur lesquelles sont généralement assis les programmes sociaux s'évaporent. Ces pays restent prisonniers de la division du travail instaurée à l'échelle internationale par l'impérialisme tout au long d'une histoire que nous avons évoquée ce soir. En les cantonnant essentiellement au rôle de fournisseurs de matières premières, cette organisation de l'économie les condamne à rester sous-développés et soumis aux fluctuations de la demande des marchés occidentaux. Elle fait aussi dépendre leurs revenus des marchés financiers et des fonds spéculatifs qui font varier fortement les cours des matières premières. Tous ceux qui, comme Chavez et Morales dernièrement, ou Castro avant eux, ont tenté de mettre fin au sous-développement en restant dans le cadre de l'impérialisme, se sont retrouvés dans une impasse. Le seul avenir que le capitalisme réserve aux populations d'Amérique latine, c'est le développement de ces grandes villes tentaculaires où affluent ceux qui veulent échapper à la misère des campagnes et où se retrouvent les 3/4 de la population du continent. Ils s'installent où ils peuvent et ne trouvent souvent que des petits boulots et des emplois précaires de toutes sortes. Aujourd'hui, sur environ 600 millions d'habitants que compte l'Amérique latine, plus de 100 millions d'entre eux vivent dans un bidonville. Et dans beaucoup de ces bidonvilles, c'est le règne des gangs et des trafics.
Les mouvements de ces derniers mois montrent que l'Amérique du Sud est une poudrière sociale. Au cœur de cette poudrière, concentrée dans les grandes villes du continent, les travailleurs représentent le seul espoir d'en finir avec ce système. Ils peuvent prendre la tête des luttes de tous les opprimés et ils sont les seuls à pouvoir leur offrir une perspective. Sans s'attaquer à la bourgeoisie, celle des pays d'Amérique latine et celle des pays les plus riches, sans mener une lutte ayant pour objectif de mettre fin à la domination de l'impérialisme sur la planète, il n'y a pas d'issue et de possibilité d'échapper au pillage des richesses, au sous-développement et à la misère. Ce combat pour renverser l'impérialisme, seul le prolétariat est capable de le mener jusqu'au bout. En expropriant les capitalistes, les travailleurs pourront mettre en place, à l'échelle internationale, une organisation économique débarrassée des frontières, une organisation fondée sur la planification et la coopération, permettant la mise en commun des ressources, des richesses et des technologies. Dans une société depuis longtemps mondialisée par le capitalisme, cette perspective est la seule qui soit capable de résoudre les problèmes qui se posent à l'humanité et qui soit porteuse d'une émancipation pour tous les opprimés. C'est cette perspective qui constitue le fondement de l'internationalisme du prolétariat révolutionnaire. Il est certain que la bourgeoisie américaine ne pourra jamais tolérer la victoire d'un mouvement ouvrier révolutionnaire dans un pays de ce continent qu'elle considère comme son arrière-cour. Elle lui livrera une guerre à mort et fera tout pour l'écraser. Toute l'histoire que nous venons d'évoquer ce soir est là pour en témoigner. Mais dans cette lutte, il est certain aussi que les travailleurs d'Amérique latine trouveront des alliés parmi les opprimés vivant aux États-Unis, à commencer par les millions de femmes et d'hommes qui, originaires du continent sud-américain, de Porto Rico, d'Haïti ou d'autres îles des Caraïbes, constituent une part importante de la classe ouvrière américaine. Une révolution prolétarienne en Amérique du Sud rencontrera immanquablement un écho parmi les travailleurs noirs. Elle constituera un exemple pour tous les travailleurs qui subissent durement l'exploitation et la dictature du grand capital aux États-Unis. Une révolution est toujours contagieuse. En se répandant, elle commence à abolir les frontières entre les exploités. C'est cela aussi le fondement de l'internationalisme prolétarien et le fondement de notre espoir. Alors la combativité des classes ouvrières d'Amérique du Sud n'est plus à démontrer. Elles ont accumulé, dans un passé récent, une expérience politique que peu de classes ouvrières possèdent. L'avenir dépend maintenant de leur capacité à mettre à profit les luttes qui secouent le continent sud-américain pour forger leur propre parti révolutionnaire, apte à mener une véritable politique prolétarienne et à prendre résolument la direction des luttes de l'ensemble de la population laborieuse, de l'ensemble des déshérités. Il faudra de tels partis pour que les travailleurs puissent, au travers de ces luttes, arracher le pouvoir à la bourgeoisie, briser définitivement l'armée qu'ils trouveront forcément face à eux et imposer enfin leur propre solution à la crise générale du capitalisme.